Salut à tous, et on se retrouve pour la suite du chapitre 3, le communisme anarchiste. En prenant l'anarchie pour idéal d'organisation politique, nous ne faisons encore que formuler une autre tendance prononcée de l'humanité. Chaque fois que la marche du développement des sociétés européennes l'a permis, elle secouait le joug de l'autorité et ébauchait un système basé sur les principes de la liberté individuelle. Et nous voyons dans l'histoire que les périodes durant lesquelles les gouvernements furent ébranlés à la suite de révoltes partielles ou générales ont été des époques de progrès soudain sur le terrain économique et intellectuel. Tantôt, c'est l'affranchissement des communes, dont les monuments, fruits du travail libre d'associations libres, n'ont jamais été surpassés depuis. Tantôt, c'est le soulèvement des paysans qui fit la réforme et mit en péril la papauté. Tantôt, c'est la société, libre un moment, que créèrent de l'autre côté de l'Atlantique les mécontents venus de la vieille Europe. Et si nous observons le développement présent des nations civilisées, nous y voyons, à ne pas s'y méprendre, un mouvement de plus en plus accusé pour limiter la sphère d'action du gouvernement et laisser toujours plus de liberté à l'individu. C'est l'évolution actuelle, gênée, il est vrai, par le fatras d'institutions et de préjugés hérités du passé. Comme toutes les évolutions, elle n'attend que la révolution pour renverser les vieilles massures qui lui font obstacle, pour prendre un libre essor dans la société régénérée. Après avoir tenté longtemps, vainement de résoudre ce problème insoluble, celui de se donner un gouvernement, qui puisse contraindre l'individu à l'obéissance sans toutefois cesser d'obéir lui-même à la société. L'humanité s'essaye à se délivrer de toute espèce de gouvernement et à satisfaire ce besoin. L'organisation par la libre entente entre individus et groupes suivant le même but. L'indépendance de chaque minime unité territoriale devient un besoin pressant. Le commun accord remplace la loi et, par-dessus les frontières, règle les intérêts particuliers en vue d'un but général. Tout ce qui fut jadis considéré comme fonction du gouvernement lui est disputé aujourd'hui. On s'arrange plus facilement et mieux sans son intervention. En étudiant les progrès faits dans cette direction, nous sommes amenés à conclure que l'humanité tend à réduire à zéro l'action des gouvernements, c'est-à-dire à abolir l'État, cette personnification de l'injustice, de l'oppression et du monopole. Nous pouvons déjà entrevoir un monde où l'individu, cessant d'être lié par des lois, n'aura que des habitudes sociales, résultat du besoin éprouvé par chacun d'entre nous de chercher l'appui, la coopération, la sympathie de ses voisins. Certainement, l'idée d'une société sans État suscitera, pour le moins, autant d'objections que l'économie politique d'une société sans capital privé. Tous, nous avons été nourris de préjugés sur les fonctions providentielles de l'État. Toute notre éducation, depuis l'enseignement des traditions romaines jusqu'au code de Byzance que l'on étudie sous le nom de droit romain, et les sciences diverses professées dans les universités, nous habituent à croire au gouvernement et aux vertus de l'État-providence. Des systèmes de philosophie ont été élaborés et enseignés pour maintenir ce préjugé. Des théories de la loi sont rédigées dans le même but. Toute la politique est basée sur ce principe. Et chaque politicien, quelle que soit sa nuance, vient toujours dire au peuple « Donnez-moi le pouvoir, je veux et je peux vous affranchir des misères qui pèsent sur vous. » Du berceau au tombeau, tous nos agissements sont dirigés par ce principe. Ouvrez n'importe quel livre de sociologie, de jurisprudence, vous y trouverez toujours le gouvernement, son organisation, ses actes prenant une place si grande que nous nous habituons à croire qu'il n'y a rien en dehors du gouvernement et des hommes d'État. La même leçon est répétée sur tous les tons par la presse. Des colonnes entières sont consacrées aux débats des parlements, aux intrigues des politiciens. C'est à peine si la vie quotidienne, immense, d'une nation s'y fait jour dans quelques lignes traitant un sujet économique à propos d'une loi ou dans les faits divers par l'intermédiaire de la police. Et quand vous lisez ces journaux, vous ne pensez guère au nombre incalculable d'êtres, toute l'humanité, pour ainsi dire, qui grandissent
et qui meurent, qui connaissent les douleurs, qui travaillent et consomment, pensent et créent, par-delà ces quelques personnages encombrants que l'on a magnifiés jusqu'à leur faire cacher l'humanité de leurs ombres grossies par notre ignorance. Et cependant, dès qu'on passe de la matière imprimée à la vie même, dès qu'on jette un coup d'œil sur la société, on est frappé de la part infinitésimale qui joue le gouvernement. Balzac avait déjà remarqué combien de millions de paysans restent leur vie entière sans rien connaître de l'État, sauf les lourds impôts qui sont forcés de lui payer. Chaque jour, des millions de transactions sont faites sans l'intervention du gouvernement, et les plus grosses d'entre elles, celles du commerce et de la bourse, sont traitées de telle façon que le gouvernement ne pourrait même pas être invoqué si l'une des parties contractantes avait l'intention de ne pas tenir son engagement. Parlez à un homme qui connaît le commerce, et il vous dira que les échanges opérés chaque jour entre les commerçants seraient d'une impossibilité absolue s'ils n'étaient basés sur la confiance mutuelle. L'habitude de tenir parole, le désir de ne pas perdre son crédit suffisent amplement pour maintenir cette honnêteté relative, l'honnêteté commerciale. Celui-là même qui n'éprouve pas le moindre remords à empoisonner sa clientèle par des drogues infectes, couvertes d'étiquettes pompeuses, tient à faire honneur à ses engagements. Or, si cette moralité relative a pu se développer jusque dans les conditions actuelles, alors que l'enrichissement est le seul mobile et le seul objectif, pouvons-nous douter qu'elle le progresse rapidement dès que l'appropriation des fruits du labeur d'autrui ne sera plus la base même de la société? Un autre trait frappant, qui caractérise surtout notre génération, parle encore mieux en faveur de nos idées. C'est l'accroissement continuel du champ des entreprises dû à l'initiative privée et le développement prodigieux des groupements libres de tout genre. Nous en parlerons plus longuement dans les chapitres consacrés à la libre entente, qu'il nous suffise de dire ici que ces faits sont nombreux et si habituels qu'ils forment l'essence de la seconde moitié de ce siècle, alors même que les écrivains en socialisme et en politique les ignorent, préférant nous entretenir toujours des fonctions du gouvernement. Ces organisations libres, variées à l'infini, sont un produit si naturel, elles croissent si rapidement et elles se groupent avec tant de facilité. Elles sont un résultat si nécessaire de l'accroissement continuel des besoins de l'homme civilisé. Et enfin, elles remplacent si avantageusement l'immixtion gouvernementale que nous devons reconnaître en elles un facteur de plus en plus important dans la vie des sociétés. Si elles ne s'étendent pas encore à l'ensemble des manifestations de la vie, c'est qu'elles rencontrent un obstacle insurmontable dans la misère du travailleur, dans les castes de la société actuelle, dans l'appropriation privée du capital, dans l'État. Abolissez ces obstacles et vous les verrez couvrir l'immense domaine de l'activité des hommes civilisés. L'histoire des 50 dernières années a fourni la preuve vivante de l'impuissance du gouvernement représentatif à s'acquitter des fonctions dont on a voulu l'affubler. On citera un jour le 19e siècle comme la date de l'avortement du parlementarisme. Mais cette impuissance devient si évidente pour tous. Les fautes du parlementarisme et les vices fondamentaux du principe représentatif sont si frappants que les quelques penseurs qui en font la critique, J.S. Mill, Leverdace, n'ont eu qu'à traduire le mécontentement populaire. En effet, ne conçoit-on pas qu'il est absurde de nommer quelques hommes et de leur dire « Faites-nous des lois sur toutes les manifestations de notre vie », lors même que chacun de vous les ignore. On commence à comprendre que gouvernement des majorités veut dire abandon de toutes les affaires du pays à ceux qui font les majorités, c'est-à-dire aux crapauds du marais, à la chambre et dans les comices, à ceux, en un mot, qui n'ont pas d'opinion. L'humanité cherche et elle trouve déjà de nouvelles issues. L'Union postale internationale, les unions de chemin de fer, les sociétés savantes nous donnent l'exemple de solutions trouvées par la libre entente, en lieu et en place de la loi. Aujourd'hui,
lorsque des groupes disséminés aux quatre coins du globe veulent arriver à s'organiser pour un but quelconque. Ils ne nomment plus un parlement international de députés, bons à tout faire, auquel on dit « Votez-nous des lois, nous obéirons ». Quand on ne peut pas s'entendre directement ou par correspondance, on envoie des délégués connaissant la question spéciale à traiter et on leur dit « Tâchez de vous accorder sur telle question et alors revenez, non pas avec une loi dans votre poche, mais avec une proposition d'entente que nous accepterons ou n'accepterons pas. » C'est ainsi qu'agissent les grandes compagnies industrielles, les sociétés savantes, les associations de toutes sortes qui couvrent déjà l'Europe et les États-Unis. Et c'est ainsi que devra agir une société affranchie. Pour faire l'expropriation, il lui sera absolument impossible de s'organiser sur le principe de la représentation parlementaire. Une société fondée sur le servage pouvait s'arranger de la monarchie absolue. Une société basée sur le salariat et l'exploitation des masses par les détenteurs du capital s'accommoder du parlementarisme. Mais une société libre, rentrant en possession de l'héritage commun, devra chercher dans le libre groupement et la libre fédération des groupes une organisation nouvelle qui convienne à la phase économique nouvelle de l'histoire. À chaque phase économique répond sa phase politique, et il sera impossible de toucher à la propriété sans trouver du même coup un nouveau mode de vie politique. C'est la fin du chapitre 3. Alors, le prochain chapitre, le chapitre 4, c'est l'expropriation. Je vais faire une pause avant de passer à celui-ci. Et j'aimerais juste commencer à faire la lecture de la plateforme anarchiste, la plateforme Arkinov. Je le ferai plus court. Je pense que je vais y aller plus par bloc, peut-être 4-5 vidéos. Donc je vais lire l'intro. Et je vais repasser à celui-là. Je vais peut-être alterner entre les deux, je pense. Je vais voir comment je vais faire ça. Donc je devrais sortir l'intro dans la semaine. Voilà. Et sur ce, salut à tous.